Né à Venise dans une famille de comédiens, il a fréquenté les plus prestigieuses cours d'Europe, côtoyé les personnages les plus illustres de son temps et charmé les plus belles femmes. C'est pourtant ici, à Duškov, dans ce château perdu de Bohême, que Giacomo Casanova achève son existence. Casanova, l'irrésistible séducteur. Casanova, le flamboyant aventurier. Casanova, l'infatigable voyageur, n'est plus ici que le fantôme de lui-même. Un spectre vénitien, errant en terre germanique et promenant sa mélancolie dans le vaste parc d'un château un peu triste. À 60 ans, fatigué par ses aventures sans emploi ni argent, Giacomo Casanova accepte en 1785 de devenir le bibliothécaire du château. Il passe ici les 13 dernières années de sa vie dans cette petite ville qui s'appelle à l'époque Dux et qui se situe à moins d'une centaine de kilomètres de Prague. Retranché dans sa bibliothèque, Casanova déplore la Révolution française qui balaye la société aristocratique dans laquelle il a brillé. Comme il sent disparaître ce monde qu'il a tant aimé, le vieil homme se réconforte en se rappelant les plaisirs qu'il a connus. Casanova se souvient de l'exceptionnel destin qui fut le sien. Casanova, c'est l'histoire d'un irrésistible séducteur qui vit au rythme du carnaval dans les plus beaux palais de Venise. Amant de plus d'une centaine de femmes, il nous dévoile ses secrets. C'est un homme qui est séduisant, mais qui n'est pas beau. Il a besoin d'1 heure le matin pour se préparer. Il se met énormément de crème, des pommades au jasmin. Casanova passe de délicieuses soirées libertines dans les casinos vénitiens, en compagnie d'une religieuse délurée, sous l'œil d'un ambassadeur de France émoustillé. Casanova se livre à des postures fantastiques. Il fait l'amour 7 fois de suite. Une grande part de son plaisir, c'est de donner du plaisir. Mais derrière le libertin se cache un homme qui aime vraiment les femmes. Lorsqu'il tombe amoureux, il a toujours l'impression que c'est le seul, l'unique amour de sa vie. Pendant près de 20 ans, refusant de sacrifier aux femmes sa liberté, Casanova parcourt l'Europe dans l'espoir de devenir le conseiller des rois. De Versailles à Saint-Pétersbourg, ce fils de modeste comédien rencontre les plus grands monarques de son temps, comme le roi de Prusse, Frédéric II. Frédéric le regarde des pieds à la tête, et Frédéric était homosexuel. Et lui dit, monsieur, vous êtes un bel homme. Il est un peu humilié, Casanova, que le roi l'ait regardé juste comme un physique, quoi. Initié en France au secret de la franc-maçonnerie, Casanova se passionne aussi pour les sciences occultes et l'alchimie, et se vante même de détenir des pouvoirs surnaturels. On va faire une expérience que Casanova a forcément fait, c'est la vitrification d'un métal. Le magicien vénitien n'hésite pas à imaginer des arnaques spectaculaires sans aucun scrupule. Il dit, si vous avez des idiots qui sont riches, et si vous avez de l'esprit et vous êtes pauvre, eh bien, votre banque est là. Charlatan, tricheur aux cartes, athée et libertin, Casanova est enfermé dans la plus terrible prison de Venise. Les cachots sont situés sous les toits du palais des Doges, qui sont recouverts de plaques de plomb. Alors quand le soleil chauffe le métal en été, ces cellules qu'on appelle les plombs se transforment en étuves. Casanova s'évade de manière spectaculaire. Il invente à Paris l'ancêtre du loto et se bat en duel à Varsovie contre un redoutable général. Une vie menée tambour battant que l'écrivain raconte dans ses mémoires. Celle du plus flamboyant aventurier du siècle des Lumières. Me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle. Et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Il a fait de sa vie une œuvre d'art et il a mis une forme de génie dans sa vie. C'est ce qui fait sa séduction à travers les siècles. Le château de Dux appartient à l'une des plus puissantes dynasties d'Europe centrale, la famille Waldstein. Un nom illustre fièrement porté depuis le XVIe siècle par des militaires, des évêques et des hommes d'État, dont les augustes figures ornent les murs
de cette impressionnante salle de bal. Lorsque le comte Joseph Karl von Waldstein organise ici une réception, il ne manque pas d'y convier son célèbre bibliothécaire. Casanova se présente alors sous le nom de chevalier de Saint-Gall et distrait les invités, la plupart du temps des aristocrates, en leur racontant ses fabuleuses aventures. Mais lorsque la réception est terminée, Casanova quitte alors les salles d'apparat pour rejoindre son modeste appartement dans l'aile réservée au personnel. Casanova est logé dans ce petit appartement qui, à l'époque, a été orné de fresques, mais qui est meublé de façon tout à fait modeste. Remarquez ce vieux fauteuil, au tissu aujourd'hui complètement élimé. C'est sur ce fauteuil que Casanova est mort le 4 juin 1798. Nous entrons maintenant dans la dernière chambre, occupée par le grand séducteur. À la fin de sa vie, plus aucune femme ne partage son lit. Mais Casanova se souvient de toutes celles qui se sont abandonnées dans ses bras et qu'il a couvertes de baisers et de caresses. Libertin du XVIIIe siècle, mais aussi amoureux sincère, voici donc les secrets de séduction de cet homme, auquel aucune femme, ou presque, ne résiste. C'est à Venise que le plus célèbre séducteur du monde forge sa réputation. Dans cette cité vibrante de fêtes et de spectacles, Giacomo Casanova envoûte les femmes et fait trembler leurs maris. Pourtant, le charmeur vénitien n'a pas le physique d'un Adonis. Casanova, c'est un homme qui est séduisant, mais qui n'est pas beau. Le prince de Ligne dira de lui, il aurait été un bel homme s'il n'avait pas été laid. Il a un très grand nez, une bouche assez charnue. Il avait un teint d'Africain, une couleur de peau qui, à l'époque, était contraire à la norme de cour qui était la blancheur de porcelaine. Son apparition fait toujours de l'effet. D'abord parce qu'il est très grand. Il fait plus d'1m90. Ce qui est extrêmement rare à cette époque-là. Casanova, il n'est pas seulement géant, il a aussi une carrure. Il a vraiment une carrure d'Hercule. Il y a cette force un peu brute qui est en même temps dans une gaine d'élégance. Immédiatement, il en imposait. Il arrivait et tout de suite, il y avait autour de lui une sorte de lumière. Si Casanova éblouit, c'est qu'il a minutieusement répété son entrée en scène. Comme un acteur, Giacomo se prépare avec application et soigne son apparence dans les moindres détails. Dès le réveil, le viril séducteur fait preuve d'une coquetterie toute féminine. Il a besoin d'une heure le matin pour se préparer. Il se met énormément de crème, des pommades au jasmin. La coiffure également est un moment important puisque les perruques sont à la mode. Donc Casanova entretient très soigneusement sa perruque, la fait poudrer. Ensuite, il joue beaucoup sur l'odorat, il se parfume souvent. Il est très sensible aux odeurs. Il porte des muscs, c'est-à-dire des parfums animaux qui nous sembleraient à nous vraiment emporter le nez. Toujours à la mode, Casanova investit dans sa garde-robe. Pour Giacomo, les vêtements sont des costumes de scène qui doivent lui permettre d'attirer tous les regards. Le palais Mocenigo à Venise, dont la somptueuse décoration date du XVIIIe siècle, recèle une collection de vêtements qui aurait fait rêver Casanova. À l'époque, les hommes n'ont pas peur de porter des couleurs très vives qui ont disparu ensuite de la mode masculine. Casanova porte des bas de soie avec un pantalon qui s'arrête aux genoux pour mettre en valeur les mollets. La veste est d'un extrême raffinement, jusque dans les moindres détails, comme ses boutons recouverts du même tissu. Elle s'entrouvre pour laisser admirer le gilet, qui peut être brodé avec des fils de soie de différentes couleurs. Et voilà un trésor de nos réserves. C'est une canne qui diffuse du parfum quand on la secoue. Regardez, on dévisse le pommeau et sous cette grille magnifiquement ciselée se cachent des fleurs séchées.
Au siècle des Lumières, il faut briller pour exister. Pour parfaire son costume de séducteur mondain, Casanova n'hésite donc pas à afficher son goût du luxe. Il porte d'ailleurs des bijoux, beaucoup de bagues, comme les femmes. Notamment des bijoux ou des petits signes qui doivent indiquer une très grande richesse, même si en fait c'est son seul bien. C'est quelqu'un qui porte qui exhibe des tabatières, des breloques. C'est l'être le plus bling-bling du XVIIIe siècle. Si Casanova accorde une telle importance à son apparence, ce n'est pas seulement pour séduire. Toute sa vie, il poursuit le même objectif, appartenir à un monde qui n'est pas le sien. Casanova n'est ni un prince ni un noble. Il n'est qu'un fils de modeste comédien. Mais il parvient à imiter la façon de parler et les manières des aristocrates et fait croire ainsi qu'il est du même milieu social. Il réussit si bien qu'il paraît plus noble que les nobles. Se faufilant ainsi dans la haute société, Casanova jouit pleinement des plaisirs de Venise. Il vit au rythme effréné du carnaval qui offre une liberté de mœurs unique en Europe. N'oublions pas qu'avec un carnaval qui dure près de 6 mois, les Vénitiens passent la moitié de l'année à pêcher et l'autre moitié à se faire pardonner leurs péchés. À l'époque de Casanova, le port du masque permettait d'avoir aussi une vie sexuelle plutôt débridée. On peut faire ce qu'on veut, mais pas de scandale. Voilà. Mais Casanova, le séducteur, manque parfois de discrétion. À 28 ans, sa liaison avec une jeune fille 2 fois plus jeune est découverte. Et pour continuer de voir son amante, Giacomo doit se rendre jusqu'à l'île de Murano, au couvent Sainte-Marie des Anges. Tous les dimanches, Casanova vient à la messe, même s'il ne croit pas en Dieu, parce qu'il veut absolument retrouver Caterina qui a été cloîtrée par son père après avoir découvert leur liaison. Au parloir, les autres religieuses vont voir cet homme très séduisant. Et un dimanche, après la messe, une dame fait tomber une lettre. Et là, il la ramasse et se rend compte que c'est une invitation laissée par une religieuse. Et là va commencer une des histoires les plus libertines de sa vie. Intrigué par cette invitation, Casanova se rend au parloir du couvent pour rencontrer la mystérieuse religieuse. Derrière la grille qui sépare les nonnes des visiteurs, il découvre une très belle femme de 22 ans, prénommée Marina. Évidemment, une religieuse, et en plus en habit de bonne sœur, c'est trop pour Casanova. Pour lui, c'est un fantasme ultime parce que s'il aime rendre jaloux les maris, l'idée de rendre jaloux le mari tout-puissant, le mari divin, une Vestale, dit-il, dévouée entièrement à Dieu, pour lui, c'est un très grand fantasme. Casanova invite Marina à dîner. La religieuse, qui appartient à une riche famille vénitienne, a le droit de passer ses soirées hors du couvent, à condition de rester discrète. Pour la recevoir, Giacomo loue un petit appartement protégé des regards que l'on appelle à Venise un casino. Une centaine de ces garçonnières existent alors dans la ville. Le casino Vénier est le plus beau qui subsiste aujourd'hui. Voilà, ici nous sommes dans un casino comme ceux que fréquentait Casanova au XVIIIe siècle. Casino, c'est une petite maison qui appartenait aux familles nobles. C'est un espace intime, beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à chauffer. On aimait se retrouver pour parler littérature, jouer aux cartes, jouer à des jeux d'argent, ce qui était interdit, et également des rencontres libertines. Vous voyez ce carreau qui ressemble à un carreau de marbre, mais en réalité il est en bois. On le soulève. Et on voit exactement qui sonne à la porte. Il est placé au-dessus de la porte d'entrée, ce qui permettait de contrôler et de voir s'y arrivait un gendarme ou un mari jaloux, et éventuellement donc de s'échapper par l'escalier qui était à l'arrière. C'est un Judas du XVIIIe siècle. Plafond décoré de stuc, porte en palissandre, sol en marbre, le casino Vénier n'a pas changé depuis le XVIIIe siècle. Raffinement ultime, ces grilles, à travers lesquelles sont diffusés des airs joués par des musiciens cachés derrière le mur. Tout est fait ici pour préserver l'intimité des invités. Ici, nous sommes dans la salle à manger et on peut imaginer que Casanova a dîné, si ce n'est dans celle-ci, dans une semblable. Vous pouvez remarquer tout autour qu'il y a des oiseaux et un décor floral. Et au plafond, vous avez donc les 4 saisons qui sont représentées par des stucs et au milieu, le triomphe de Bacchus. Pour parvenir à ses fins avec la religieuse de Murano, Casanova a organisé la veille une répétition du dîner. Huîtres,
truffes, esturgeons et gibier, le fin gourmet s'est fait servir tous les plats pour les goûter. Le repas fait comme la conversation, comme la discussion, fait partie des préliminaires amoureux. Et même lorsqu'il fait déguster des huîtres, il joue sur l'érotisme. Il a une technique, attention, on ne mange pas une huître comme on mange n'importe quoi, avec un couvert bien sagement, chacun de son côté. Il prend l'huître dans sa bouche, puis il va embrasser... Oh, écoutez, ça va devenir cochon, ce truc-là. Il va embrasser sa jeune partenaire. Puis il se la passe de bouche en bouche. C'est un peu le baiser de l'huître, quelque part. Et finalement, c'est un appel à la chair. Finalement, tous les sens, tout ce que l'on voit, ou ce que l'on touche, ou ce que l'on goûte, avec lui, doivent être un appel à la chair et à la séduction. Lors de ce souper fin, la nonne de Murano s'abandonne avec volupté aux caresses de Casanova. Et après une nuit torride, Marina fait même à Giacomo une proposition surprenante pour leur prochaine rencontre. Alors Casanova est tombé sur une bonne sœur qui n'a pas froid aux yeux. En fait, cette Marina est déjà la maîtresse d'un autre homme qui s'appelle Berni, qui est en fait l'ambassadeur de France à Venise. Et elle propose à Casanova que cet amant puisse venir assister à leur scène de sexe. Son amant sera caché derrière l'un des murs et les regardera par une petite ouverture. Flatté de l'intérêt que lui porte ce diplomate étranger, Casanova accepte de satisfaire ce fantasme voyeuriste. Le Vénitien va même tout faire pour se montrer à la hauteur de sa réputation d'amant exceptionnel. Pour relever le défi, Casanova va mettre en scène cette séance de sexe d'une manière extrêmement spectaculaire. Casanova est un athlète du sexe et professionnel. Il se prépare à ces marathons avec déjà un régime. Il consomme des œufs et des œufs frais. Ça lui semble une bonne préparation aux exploits érotiques. Il aurait pu faire un acteur de porno très acceptable, quoi. Il a un très beau membre, comme on dit. Ça doit faire 24 cm, ce qui est quand même très appréciable. C'est à peu près les dimensions de Rocco Siffredi, voilà, pour vous donner quelque chose auquel vous pouvez vous référer, voyez-vous. Relâchez. Le libertinage que Casanova expérimente à Venise ne se limite pas au plaisir charnel. Le libertin est aussi un libre penseur, qui rejette la morale établie et les dogmes religieux. Refusant les conventions, il possède bien souvent, comme Giacomo, des objets et des livres licencieux. L'imagination au XVIIIe siècle est à la mode. C'est un siècle qui réhabilite l'imagination alors qu'elle est condamnée par l'Église. C'est une vertu mauvaise, c'est une vertu capricieuse. Et voilà un exemple de mécanisme extrêmement ingénieux. Il faut cette fois, à l'aide de ce petit mécanisme, faire dérouler l'image et vous avez une véritable scène sexuelle, parce que bien sûr, c'est dans le secret que se font les choses, c'est contre finalement la morale quotidienne que s'exerce le goût du plaisir. Il existe au XVIIIe siècle de nombreux mécanismes de ce genre. On peut penser également aux lanternes magiques, qui étaient extrêmement réputées et qu'on utilisait dans les soirées libertines pour réjouir ses invités avant de passer à l'orgie commune. Casanova fait du livre des postures de l'Arétin, ce qu'il appelle l'ouvrage des postures lubriques, qu'il emmène avec lui, un véritable usage pratique. C'est-à-dire qu'il le montre à ses maîtresses, ses nouvelles conquêtes, il leur enseigne les postures de l'Arétin et, en même temps, il leur propose, il leur demande de les mettre en pratique. Voilà un exemple de préservatif ancien. Et donc cet objet, effectivement, est un objet très rare. C'est un objet qui est fait soit avec un morceau de l'intestin de mouton, soit avec une vessie d'agneau. Naturellement, les deux peaux sont desséchées et puis ensuite parfumées, huilées à l'huile d'amande douce. Et on trouve également un petit ruban à l'extrémité pour le fermer. Casanova utilise peu le préservatif. Il se plaint, quand il l'utilise, de devoir enfiler une sorte de peau morte sur lui au moment où il se montre très bien vivant, dit-il. Et par ailleurs, on sait qu'il est très souvent victime d'accidents vénériens, sans qu'il s'agisse de la vérole, de la syphilis proprement dit, mais du moins qu'il oblige à garder la chambre pendant plusieurs semaines. Casanova se rend à la fameuse soirée libertine prévue avec la religieuse de Murano. L'ambassadeur de France, l'abbé de Bernis, est caché pour assister au spectacle. Pour ne pas le décevoir, Giacomo expérimente avec Marina les positions sexuelles les plus audacieuses.
Casanova a des aspirations extraordinaires et ce livre a des postures fantastiques. Il donne le maximum, c'est son examen. Il doit se montrer un athlète cultivé à l'auteur des désirs et des envies de l'aristocratie qui le regarde. Il fait l'amour avec Marina 7 fois de suite. Et fait jouir sa compagne comme il ne l'avait encore jamais fait. Et Bernie est positivement éberlué. Alors il passe une nuit absolument torride. Et le lendemain, Marina dira qu'elle est épuisée. Elle passera sa journée au lit pour se remettre de ses folies. On a l'impression que, pour parler vulgairement, c'est un baiser. Or, il insiste beaucoup sur la nécessité d'une relation, d'une complicité. Casanova, il se distingue énormément des libertins de son époque en une chose, c'est la place qu'il donne au plaisir et au désir féminin. La femme est libre de désirer et elle est libre de prendre du plaisir. Et il dit même que une grande part de son plaisir, c'est de donner du plaisir. C'est quelqu'un qui aime vraiment les femmes, qui aime les femmes dans leur corps, qui aime les femmes dans leur intelligence, qui aime les femmes dans leur sensibilité, qui aime les femmes dans leur délicatesse, qui aime tout dans les femmes. Même s'il a parcouru l'Europe et longtemps vécu hors de sa patrie, Casanova s'est toujours considéré comme vénitien. Une relation passionnelle lie l'aventurier à sa ville natale et Venise à Casanova. Une histoire d'amour faite de disputes et de réconciliations, de ruptures et de retrouvailles. Le palais Rezzonico, achevé au XVIIIe siècle par l'architecte Giorgio Massari et noté au passage ce magnifique plafond peint par le grand Tiepolo, symbolise parfaitement la Venise que Casanova a connue. Une ville dont le déclin politique et commercial est masqué par une extraordinaire vitalité artistique qui vit au rythme effréné du carnaval et de la fête. Imaginez ce que ressentent les invités lorsqu'ils découvrent cette salle de bal spectaculaire qui occupe sur toute la largeur de l'édifice l'équivalent en hauteur de 2 étages du palais. Les fresques en trompe-l'œil, le regard lumineux des statues d'ébène, les lustres étincelants qui encadrent Apollon sur son char, tout ici est fait pour éblouir. Par ce décor somptueux, les Rezzonico affichent leur insolente réussite, celle de bourgeois enrichis dans la banque et le commerce qui ont acheté leurs lettres de noblesse à la République de Venise des Argentés. Leur ascension culmine en 1758, lorsque le fils du propriétaire de ce palais est élu pape, sous le nom de Clément XIII. Un pape conservateur et pudibond qui condamne l'esprit des Lumières et interdit les bals à Rome, ce que lui reproche Casanova, bien décidé à ce que la fête continue. Tout au long de sa vie, Casanova fréquente les plus beaux palais et partage, avec une aisance qui paraît très naturelle, les amusements de la noblesse. Pourtant, ni son nom, ni son milieu d'origine n'auraient dû lui permettre d'accéder à ce monde doré de l'aristocratie. Pour mieux comprendre le parcours exceptionnel de celui qui est devenu l'un des plus illustres Vénitiens, il faut se plonger dans les secrets de son enfance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'enfant Casanova est un enfant chétif, un enfant maladif. On le prend un peu pour un idiot. Il communique pas avec l'extérieur, ou à peine. C'est un enfant fragile qui va lutter pour survivre. Parce qu'il a cette phrase terrible où il dit « On me croyait promis à la mort et on ne me parlait pas ». Le petit Giacomo est élevé par sa grand-mère Martia, qui est une femme douce, affectueuse, inquiète de voir ce petit garçon avoir des saignements de nez perpétuels.
Et sa grand-mère a décidé, puisque les médecins étaient incapables, de l'emmener chez une rebouteuse, une sorcière, dans une île de la Lagune, à Murano. Comment est-ce qu'on t'appelle? Giacomo Casanova. Le petit garçon rentre avec stupeur dans cette petite cabane qui est très pauvre, qui est sale. Il impressionne beaucoup. La sorcière déploie toute son artillerie de sorcière. Elle psalmodie 2-3 paroles. Des formules dans une langue qu'il ne comprend pas. L'enfant est guéri. Allez-vous-en. Et ne révélez jamais à personne ces mystères. Ça lui laisse des impressions fantastiques et un certain goût pour l'occultisme. Il comprend que ce que nous ne comprenons pas peut aussi avoir de l'efficacité. Et toute sa vie, il va comme ça accepter que des choses déraisonnables lui arrivent et finalement lui apportent du bon. Nous sommes dans la rue delle Muneghe, qui veut dire la rue des religieux, à 5 minutes de la place Saint-Marc, dans un quartier plutôt chic aujourd'hui, mais qui était un quartier populaire. Il faut s'imaginer qu'il y avait de la boue l'hiver, de la poussière l'été, si ce n'était absolument pas d'aller jusqu'au 19e siècle. Et c'est exactement au numéro 2993 que se trouve la maison natale de Giacomo Casanova. Si le petit Casanova est confié à sa grand-mère, c'est que ses parents sont comédiens et partent souvent en tournée. En 1728, Zanetta et Gaetano sont de retour à Venise après avoir joué dans un théâtre de Londres. Ils retrouvent leur fils après 2 ans d'absence. Viens, Giacomo. Viens que je te présente ta mère. Ah, Giacomo. Casanova manque d'affection de la part de sa mère. Sa mère est une actrice. Sa mère vit la vie d'une femme qui doit d'abord se présenter sur la scène. C'est une comédienne qui a un certain succès, notamment auprès de metteurs en scène et d'écrivains, et notamment Goldoni, qui l'a fait jouer. Donc on a affaire là à une comédienne d'un certain niveau. Zanetta triomphe dans la Commedia dell'arte, un genre théâtral très apprécié dans l'Europe du XVIIIe siècle, qui est toujours à l'honneur aujourd'hui à Paris, dans la petite salle de la Comédie italienne. Ne pleure pas, Pierrot. Vous êtes ici dans le seul théâtre où l'on pratique la commedia dell'arte. Vous voyez, tous ces masques, ce sont des masques qui ont joué et qui ont une histoire. Zanetta avait la capacité de pouvoir jouer plusieurs personnages, plusieurs rôles. N'oublions pas qu'elle était en même temps cantatrice. Donc, le théâtre de l'opéra commençait à s'installer dans les cours européennes, faisait appel assez souvent à elle. La carrière de Zanetta est une carrière assez honorable. Le métier de comédien de l'époque était assez ambigu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité de vivre plus que correctement à travers son métier. Pour moi, Zanetta, elle était obligée d'avoir à côté des protecteurs. Voilà, des gens qui s'occupaient d'elle, pas seulement pour ses qualités vocales et pour sa capacité d'enchanter un public. Il y a quelque chose de très fort et ambigu dans la relation de Casanova à sa mère. Il lui en veut, je pense qu'il y a un vrai ressentiment. En même temps, il est proche d'elle. Casanova est de toute évidence fasciné par sa maman, qui est une dame qui a beaucoup de faconde, qui est très, très impressionnante. Elle est une femme belle et séductrice, et c'est pas possible que ce soit pas pour lui une vertu. Enlève-toi de là. Manquant d'amour maternel, Giacomo ne trouve guère de réconfort auprès de son père. Gaetano est un homme effacé, que le petit garçon va à peine avoir le temps de connaître. Le père de Casanova a un abcès à l'oreille et un médecin a décidé qu'il allait le soulager. On va faire une opération. Par conséquent, on réunit les parents, les amis, c'est un spectacle. Tout a lieu dans la crasse et au vu et au su de tout le monde. Et le petit garçon est présent au moment où on opère son père. L'intervention chirurgicale, qu'aujourd'hui on voit comme une sorte de torture. Il n'y avait pas l'anesthésie.
Et le médecin perce l'oreille et probablement une partie du crâne du père de Casanova, qui meurt dans une atroce souffrance. Et l'enfant gardera toute sa vie le souvenir de ce drame. Giacomo subit un autre traumatisme dans les semaines qui suivent. Sa mère, soucieuse de poursuivre sa carrière, se débarrasse de lui. Elle le conduit à Padoue, la grande ville universitaire de la République de Venise. Oh mon trésor, j'espère que tu te comporteras en petit homme. Tu me promets que tu me feras honneur. Embrasse ta pauvre mère. Allez, partons vite, je vais me trouver mal. Allez, viens, petit. Zanetta abandonne son fils de 8 ans dans une pension sordide. Elle part en tournée à travers l'Europe. Il est logé dans un grenier avec 3 autres petits garçons, dans un lit infecté de punaises. Il y a des rats qui courent. Casanova doit manger d'une manière beaucoup plus chiche qu'il n'a jamais mangé, donc c'est parfois une pomme, une morue et c'est assez pour le dîner. À Padoue, le petit garçon va pour la première fois à l'école. Giacomo ne sait ni lire ni écrire, mais il se fait vite remarquer par son professeur, l'abbé Gozzi. Qu'est-ce que c'est? D. Mais comment peux-tu savoir si tu ne sais pas lire? Je vois que c'est une dame. Et moi, je vois que tu es intelligent. Casanova, à l'époque, a une soif d'apprendre qui semble n'avoir aucune limite, et il apprend à la perfection le latin, le grec, et il va être plus tard capable de citer Horace par cœur sur l'ensemble de son œuvre. L'abbé Gozzi va prendre le petit Giacomo dans sa propre maison, et du coup, faire de lui son meilleur élève. Là, il est soigné par la petite Bettina qui a 14 ans. C'est une très jolie petite jeune fille. Je vous présente ma sœur, Bettina. Bonjour. Alors elle le pomponne, elle lui fait sa toilette et un jour elle lui fait sa toilette de façon tellement précise qu'il arrive quelque chose qui ne lui était jamais arrivé lorsque Bettina met la main entre ses jambes. Finalement, il a sa première expérience, alors on dirait à l'époque du XVIIIe siècle, de manualisation. Elle lui donne du plaisir finalement sans qu'il y ait de rapport partagé. Et le petit Casanova commence à trouver qu'une jeune fille, c'est quelque chose de délicieux. Bettina, ouvre-moi! Bettina! Bettina, c'est moi! Et il découvre que cette gamine le trahit. Elle a un autre amant. Giacomo va connaître les affres de la jalousie. Durablement marqué par ce chagrin d'amour, Giacomo poursuit cependant sa formation à Padoue. En quelques années, il devient un étudiant exceptionnel. Il a un doctorat en droit canonique à l'université de Padoue, la plus prestigieuse au monde à l'époque, un peu comme aujourd'hui Berkeley ou Yale ou Oxford. Alors comme tous les jeunes brillants mais pauvres, la première chose c'est la carrière ecclésiastique. De retour à Venise, Casanova est nommé abbé de San Samuel, l'église de son enfance, où il a été baptisé. Le petit garçon chétif et maladif, que tout le monde prenait pour un idiot, s'est métamorphosé en un jeune homme charmant et cultivé. À 15 ans, Giacomo nourrit désormais de grandes ambitions. Il croit que la grande voie de l'Église lui est ouverte. Il se voit devenir évêque, pourquoi pas pape. Et on le laisse prêcher à l'église San Samuel. Il est comédien dans l'âme et être prédicateur, c'est aussi jouer la comédie. Nous vous demandons pardon, mes chers frères, si nous traduisons les paroles du poète dans notre langue. Et nous demandons... Les paroissiennes l'écoutent avec beaucoup d'intérêt parce qu'il est brillant. Cet après-midi, nous nous abstenons de faire devant vous d'autres citations. La quête qu'on collecte juste après est extrêmement abondante et on y trouve aussi un grand nombre de mots doux que les jeunes femmes ont glissés à l'adresse du jeune abbé. C'est un grand succès pour Giacomo, c'est même son premier succès public. Le jeune abbé Casanova se fait alors remarquer par un riche paroissien de San Samuel, le sénateur Malipiero.
C'est un vieux monsieur qui, lui, est séduit par l'esprit vif du jeune Casanova et il le prend sous son aile. C'est ce protecteur-là qui va projeter Casanova dans le monde des salons et faire du jeune abbé qu'il est devenu, en fait, un mondain. C'est dans cette résidence somptueuse, construite juste à côté de l'église Saint-Samuel, que vit le sénateur Malipiero. Ce palais privé, qui n'est pas ouvert au public, est l'un des seuls de Venise à posséder un jardin qui donne sur le Grand Canal. Casanova s'y rend tous les jours, invité à la table du sénateur. Monsieur Malipiero recevait ici tous les soirs des dames et des vieux monsieur de l'aristocratie qui faisaient des potins sur les Vénitiens, mais aussi il disait des choses intelligentes sur le théâtre, sur les spectacles. Casanova, il a la possibilité de fréquenter la haute société que normalement il aurait vue dans la rue. Casanova, il vient ici, il veut apprendre, écouter. Il est comme une éponge. Il veut apprendre des autres. Je veux pas! Cochonneau, touchez pas! Dans le palais Malipiero, le jeune abbé, qui n'a pas encore commis le péché de chair, est soumis à la tentation. Giacomo est attiré par Thérèse Imer, une jeune fille de 17 ans. Ben non, un baiser, un seul. Non, je ne veux pas. Que le vieux sénateur essaye vainement de séduire. Et Thérèse trouve évidemment que Casanova est beaucoup plus séduisant que le vieux Malipiero. Un jour qu'il croit que le vieillard est en train de dormir, les deux jeunes gens commencent à jouer au docteur entre eux, et c'est là que le sénateur ouvre la porte et découvre leur intimité. Alors Malipiero est fou de rage et Malipiero fou dehors Casanova à coups de canne. C'est la fin de la protection de Malipiero pour Casanova. Il est jeté hors du palais et il n'y remettra plus jamais les pieds. Le jeune abbé poursuit sa carrière dans l'église, mais il ne peut résister à son attirance pour les femmes. Giacomo courtise la nièce du curé. Mais trop prude, elle se refuse à lui. À l'occasion d'un dîner, il se console avec les cousines de la jeune fille, beaucoup plus délurées. Casanova, Nanette et Marton passent une nuit de délices. Et ils mangent et ils boivent et ils jouent dans le noir et puis ils jouent dans la lumière et puis ils font comme ça tout un tas de variations qui sont extrêmement légères. Et ils perdent tous les trois leur virginité. C'est une expérience assez exceptionnelle parce qu'en général, quand on perd sa virginité, on est à deux. C'est une nuit absolument extraordinaire. Son coup d'essai est un coup de maître. Et à partir de là, il va plusieurs fois se retrouver dans des situations à 3, voire à 4. Une vie licencieuse commence pour Casanova, qui va ruiner ses ambitions dans l'Église. Giacomo ne sera jamais évêque, ni pape. 2 ans après son dépucelage, le jeune abbé libertin est poussé dehors par sa hiérarchie. À 19 ans, il abandonne la soutane et choisit les femmes. Voici l'un des lieux que Casanova fréquente avec le plus d'assiduité à Venise et où il lui arrive même de passer des nuits entières lorsqu'il ne se trouve pas dans le lit d'une jolie femme. Le Ridotto de San Moise abrite alors une salle de jeu créée en 1638 par les autorités vénitiennes dans le palais d'Andolo. C'est le premier casino public du monde occidental. Cette grande salle, où plusieurs dizaines de tables de jeu sont installées au temps de Casanova, est ouverte à tous, pauvres, riches, pendant les 6 mois que dure à l'époque le carnaval. Les joueurs doivent rester masqués, à l'exception des nobles vénitiens qui, seuls, ont le droit de découvrir leur visage et de tenir la banque. Des prostituées et des courtisanes se glissent parmi les élégantes à la recherche d'un riche protecteur. Une comédie vénitienne qui enchante Casanova.
Parfois, malgré son masque, le flamboyant Casanova est reconnu par un mari jaloux ou par un créancier. Pour échapper à l'importun, il emprunte alors ce petit escalier par lequel il quitte discrètement les lieux. Beaucoup de Vénitiens sortent ruinés du Ridotto après avoir perdu toute leur fortune sur une carte ou un coup de dé. Face à ce péril, la République de Venise ordonne la fermeture du Ridotto en 1774. Mais les salles de jeux privées et les tripots clandestins prennent aussitôt le relais. Casanova n'échappe pas à cette passion dévorante. Mais ce grand joueur est aussi un génie de l'arnaque qui aime avoir toutes les cartes en main. Avant de se lancer dans l'escroquerie de haut vol, Casanova, qui a échoué comme abbé, puis vainement tenté une carrière militaire, se retrouve dans une situation critique. Ses ambitions sont brisées et son avenir est incertain. En 1746, Casanova, qui n'a pas 25 ans, traverse une passe difficile. Il va être contraint d'accepter un travail de violoniste qui est extrêmement humiliant, puisque en fait, c'est une position qui le place en dessous de ce qu'étaient ses parents. C'est-à-dire que les musiciens sont encore moins valorisés que les comédiens. C'est presque un mendiant. Au mois d'avril, dans le palais Sorenzo, une somptueuse fête de mariage est organisée, à laquelle assiste toute la noblesse vénitienne. Casanova joue du violon dans l'orchestre, honteux de se retrouver dans cette situation dégradante. Mais comme les festivités se terminent, un coup du sort se produit. Alors qu'il sort à 3 heures du matin, il voit une lettre tomber de la poche d'un sénateur en robe rouge, c'est Bragadine donc. Casanova ramasse la lettre, va la lui rendre et, enchanté du service qu'on vient de lui faire, le sénateur lui propose de le déposer chez lui. Casanova accepte. Casanova est assis dans la gondole du sénateur, derrière moi sur ce canal, et là, le sénateur fait un grave malaise. Casanova ne perd pas son sang-froid, ordonne au gondolier de se rendre immédiatement chez le sénateur. Casanova arrive directement devant la porte d'eau du palais que vous apercevez derrière, superbe palais du XVe siècle. Là, le souffrant va être amené directement dans son appartement qui se trouve au 2e étage. Casanova découvre un palais extraordinaire et comprend que ce sénateur est très puissant. Soigné par son médecin personnel, Bragadine est rejoint par 2 de ses proches. Il remercie Casanova pour son aide et l'invite à se retirer. Mais Giacomo a une autre idée en tête. Il va faire croire aux 2 amis de cet homme, Dandolo et Barbaro, sur un ton un peu prophétique. Il va leur faire croire que s'il part, leur ami va mourir. Et il a un tel sens du jeu que les 2 amis vont dire on ne va rien perdre à le laisser là. L'intelligence de Casanova, c'est une intelligence de situation. C'est le sens de l'improvisation, c'est le génie de l'improvisation. Casanova veille Bragadine toute la nuit et se fait même docteur. Il constate que l'état du sénateur empire et prend l'initiative de retirer l'emplâtre de mercure posé sur sa poitrine. Et quand Bragadine commence à reprendre conscience, à guérir, Bragadine c'est un homme superstitieux, est persuadé que Casanova dispose de pouvoir. Eh bien, Casanova saisit la balle au bond et dit oui, je dispose de pouvoir, j'ai été initié par un sage sur une montagne. Là, Bragadine, on sent qu'il est envoûté par Casanova. Et Casanova devient l'enfant chéri de Bragadine. De misérable qu'il était, il devient le protégé d'un homme riche. Ses appartements sont installés à l'intérieur du palais, il jouit d'une gondole et désormais, le jeune Casanova est un homme riche qui puise à pleine main dans les ressources financières de Bragadine. Le sénateur n'a donné qu'un seul ordre à Giacomo. Pense à t'amuser. Le jeune homme se fait un plaisir de lui obéir. Dans la Venise du XVIIIe siècle, le Las Vegas de l'époque, il assouvit sa passion dévorante pour le jeu. Casanova est un flambeur. Il aime l'atmosphère du jeu, il aime le risque, il aime l'incertitude du jeu. Là, il y a une tension du jeu, et parfois les sommes sont colossales. Il joue beaucoup, il faut voir à quel point il joue. Il va perdre des fortunes au jeu. Et d'ailleurs, toute sa vie est marquée par ce caractère de joueur. Casanova est intimement persuadé
que le destin des hommes est géré par une sorte de divinité abstraite qu'il appelle la fortune. Eh bien, c'est au jeu que la fortune se manifeste le plus. Au musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux, le collectionneur Jean Véram nous fait découvrir un joyau de l'ébénisterie française qui illustre la folie du jeu à l'époque de Casanova. Alors voici une table que Casanova n'aurait pas dédaignée. C'est une table faite sur mesure qui contient 13 jeux différents bien sûr. Là, nous avons l'ancêtre de la roulette. C'est un jeu de mise. Là, on joue pour de l'argent. Nous avons un tourniquet. Et voilà, la flèche s'arrête sur le 14. Personne n'a joué sur le 14, donc c'est le banquier qui ramasse. J'enlève le plateau. Non seulement on a affaire à des ébénistes de grande qualité, mais ici on a affaire à des aquarellistes. Le jeu du nain jaune, ce sont des scénettes finalement, qui sont très fraîchement conservées. Ça a été à l'abri de la lumière, c'est dans son jus. Telle une encyclopédie du jeu au XVIIIe siècle, cette table permet de redécouvrir les jeux de société aujourd'hui oubliés, comme la poule et le renard ou le cochonnet, et d'autres qui sont parvenus jusqu'à nous. Évidemment, il y a le cœur de la table, qui est le tric-trac. Jeu très compliqué. Les gens du XVIIIe étaient quand même des joueurs, mais qui avaient un fantastique cerveau. On a été obligé de simplifier ce jeu. Au XIXe, trop compliqué, il est devenu le jaquet. Et chez les Anglais, il est devenu le backgammon. Au XVIIIe siècle, tout le monde joue. Le jeu a vraiment une fonction sociale très importante. On joue depuis la noblesse jusqu'à la paysannerie et on est accepté dans les salles de jeu et ça permet justement à des gens comme par exemple Casanova de fréquenter des nobles. Et le jeu est essentiel également pour marquer le dédain du noble pour l'argent. Il jette l'argent par les fenêtres. Il ne craint pas de perdre. Et alors Casanova, tout au long de sa vie, va se trouver à mi-chemin entre le geste noble de celui qui perd de manière indifférente et le tricheur qui, quand il n'a plus aucune autre ressource, se sert de tactiques de tricherie qui sont au point à l'époque. Vous avez triché. J'ignore comment, mais vous avez triché. Giacomo Casanova n'est pas un tricheur professionnel, mais ce qu'on appelle à l'époque un aventurier. Loin du sens qu'il a pris aujourd'hui, le mot désigne, au XVIIIe siècle, un escroc brillant et cultivé qui abuse de la crédulité des plus fortunés. Pour Casanova, tromper un sot est un exploit digne d'un homme d'esprit. Ah, il dit, si vous avez des idiots qui sont riches, et si vous avez de l'esprit, vous êtes pauvre, eh bien, votre banque est là. Casanova est un homme d'esprit, et des sots, eh bien, il y en a beaucoup, et il faut que Casanova en tire à la fois plaisir et aussi de l'argent. L'Europe des Lumières offre un terrain de jeu idéal à Giacomo, car malgré les progrès de la science, les nobles sont encore nombreux à croire à l'occultisme. Comme d'autres aventuriers de son temps, Casanova investit dans l'étude de ces disciplines. Casanova se passionne particulièrement pour l'alchimie, la magie, les sciences ésotériques, pour deux raisons. La première, c'est qu'il est curieux, il veut savoir comment fonctionne l'univers. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il espère que ça va lui donner un pouvoir. Pour s'initier à l'alchimie, il faut déchiffrer d'obscurs traités, comme le Mutus Liber ou le livre de Nicolas Flamel. Le but est de découvrir la pierre philosophale, supposée transformer le plomb en or et donner la vie éternelle. Mais les textes sont codés et leur lecture n'est pas accessible au commun des mortels. C'est comme quelqu'un capable de déchiffrer des hiéroglyphes. Casanova a possédé ses clés sans doute par l'étude. C'est-à-dire que, comme c'était un fin lettré, il est forcément tombé sur ses textes et sur ses connaissances. Alors imaginez, quelqu'un qui amène un livre à Casanova, il devait ouvrir le livre, invoquer une inspiration divine, et puis sous une illumination, dire voilà, quel est le résultat. Alors imaginez la tête de celui qui est à côté de lui, qui voit cette révélation qui arrive, et qui le regarde maintenant comme un dieu. Renommé pour sa connaissance des sciences occultes, Casanova est invité par la marquise d'Urfé, une femme de 53 ans qui tient à lui montrer sa collection d'ouvrages ésotériques. Cette dame, qui est âgée,
fort riche et qui appartient à la grande noblesse française, est complètement entiché de rêveries pseudo-scientifiques. Mais qui est quand même une grande alchimiste. Elle a travaillé sur la chimie du platine. C'est vraiment une femme savante de l'époque. Ce n'est pas une vieille ramollie et idiote, absolument pas. Dans le laboratoire privé de la marquise, Casanova fait une démonstration éclatante de ses connaissances. On va faire une expérience que Casanova a forcément fait, c'est la vitrification d'un métal. Donc je vais prendre le métal ici qui est de l'antimoine et je vais le mettre à l'intérieur de mon creuset. Et l'idée de l'expérience, c'est de prendre ce métal et de le rendre transparent. Alors là, je vais prendre le sel de rosée, parce que l'alchimiste va chercher la rosée du matin, l'évapore d'une certaine manière et récupère un sel. Et on considère que comme c'était dans la rosée, c'est un esprit. J'ajoute juste le sel de rosée à l'intérieur. Et ensuite, je mets une braise pour déclencher la réaction à l'intérieur. Là. Voilà, on voit, la température monte. Voilà la réaction qui doit se produire. Le creuset monte au blanc. Je vous rappelle qu'on est sur un feu de bois. Et là, on a une température qui monte à 1500 degrés à peu près. Regardez ce qui se passe. Et cette couleur. Regardez comme le métal à l'intérieur bouillonne. Alors imaginez, Casanova, il est devant. Il regarde ici son métal. On croyait qu'il était vivant et que l'esprit descendait à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est agité. Après 1h30 de cuisson, le métal s'est partiellement changé en verre. Cette transformation s'explique aujourd'hui par la science, mais à l'époque, elle impressionne ceux qui croient à l'alchimie, comme la marquise d'Urfé. Alors la recherche de la pierre philosophale est liée intimement à ce type d'expérience. Ça, c'est la première étape. Ça veut dire que c'est possible. Donc c'était une vraie opération complètement magique. Persuadée que Casanova dispose de pouvoirs surnaturels, la marquise d'Urfé lui demande de l'aider à réaliser son rêve le plus cher. La marquise d'Urfé voudrait absolument communiquer avec les esprits. Une femme, on le sait, ne peut pas accéder au mystère suprême. Casanova fait croire à la marquise qu'elle va renaître sous forme d'un garçon, qu'elle accouchera d'elle-même, et ainsi elle pourra communiquer avec les esprits. Casanova voit chez les dupes une attente, un appel. Les dupes ont besoin d'un imposteur qui vienne, d'une certaine façon, répondre à leurs désirs, jouer le rôle qu'elles ont besoin qu'on joue devant elles. Casanova ne suit que la demande. Ce n'est pas une arnaque montée, Casanova s'adapte. Donc il peut déployer toute sa créativité théâtrale avec une victime fascinée. Alors pourquoi ça dure des années? Parce que il faut respecter le rythme, le calendrier lunaire, et que plusieurs fois ça ne marche pas. Donc il faut demander une rallonge de budget. L'intermédiaire auprès des puissances célestes, ça coûte cher. Il va lui extorquer des lettres de change, des diamants, je crois pour une somme de 1 million de livres, ce qui est énorme, bon, à cette époque-là. 5 ans après leur rencontre, Casanova ne peut plus ajourner l'accouplement alchimique promis à la marquise, qui doit lui permettre de renaître sous la forme d'un garçon. Il est acculé à baiser la marquise d'Urfé. C'est quelque chose d'effrayant pour lui, bien qu'il soit très bien payé. Et pour se donner du courage, pour être stimulé, il fait venir une jeune fille tout à fait séduisante. Cette jeune fille va l'exciter pendant que lui va copuler avec la marquise d'Urfé. Évidemment, la marquise d'Urfé ne sera pas enceinte. Elle a déjà passé le ménopause, c'est un peu difficile. Et Casanova trouvera le moyen de s'éclipser après une sorte de liaison au cours desquelles il lui a extorqué énormément d'argent. Voilà, ça c'est pas le meilleur côté de sa personnalité, de vouloir exploiter les naïfs, mais après tout, il considérait que il les avait enchantés. Il les avait enchantés parce qu'il les avait amusés, il les avait distraits de l'ennui du quotidien et que cette peine méritait un certain salaire. C'est un escroc haut de gamme,
digne du XVIIIe siècle. Les escroqueries de Casanova finissent par lui causer des problèmes. À Venise, les inquisiteurs d'État, responsables des services secrets, le font surveiller par leurs espions. C'est aux archives de la ville, installées dans un ancien couvent, que sont conservés les rapports rédigés pendant 9 mois sur Casanova. Les espions y dénoncent avec précision ses méfaits. Casanova s'est attiré les bonnes grâces de Bragadine pour lui soutirer sa fortune. Il a l'habitude de vivre aux dépens des autres. Il est libertin, joueur de cartes. Il fréquente de nombreux nobles vénitiens et leur promet que grâce à ses connaissances en chimie, il va réussir à élaborer une poudre universelle qui les rendra immortels. Et le rapport précise que Casanova ne croit pas en Dieu et rejette la religion. Voilà le dernier rapport qui date du 24 juillet 1755. On trouve au dos une note manuscrite du chef des inquisiteurs. Ordre est donné d'arrêter Giacomo Casanova. Voilà, cette courte phrase marque la fin de la liberté de Casanova à Venise. Dès le lendemain matin, des soldats débarquent chez Casanova pour l'interpeller. Par bravade, Giacomo prend le temps de revêtir son plus beau costume avant de les suivre. C'est ici, dans ce célèbre palais des Doges, monument emblématique de Venise avec la basilique Saint-Marc, que Casanova est conduit aussitôt après son arrestation. Ce palais magnifique où se mêlent les styles byzantin, gothique et renaissance n'est pas seulement la résidence privée du Doge, le premier magistrat de la ville. C'est le lieu de tous les pouvoirs qui réunit les instances politiques et judiciaires de l'État. C'est dans cette salle que se réunissent les sénateurs détenteurs à Venise du pouvoir législatif. Comme la salle du Grand Conseil, elle est richement décorée. Admirez cette toile remarquable du Tintoret, le grand peintre vénitien de la Renaissance. Mais derrière cette apparence fastueuse de cette république aristocratique se cache une face plus noire, celle d'un régime autoritaire, contrôlé d'une main de fer par quelques hommes. Chargés de faire régner l'ordre, ils exercent leur pouvoir dans les pièces secrètes du palais auxquelles ils accèdent par des portes dérobées. Suivez-moi. Après avoir traversé le fameux pont des soupirs, qui ne doit pas son nom aux soupirs des amoureux, mais à ceux des condamnés regrettant leur liberté, Casanova se retrouve dans les salles les plus sombres du palais des Doges, comme cette chambre des tortures particulièrement sinistre. Le supplice consiste ici à attacher les mains du prisonnier dans son dos avec cette corde que le bourreau tire ensuite vers le haut, de sorte que ses omoplates se déboîtent. D'autres prisonniers attendent leur tour là-haut dans ces cellules spécialement aménagées. Ils sont donc aux premières loges d'un terrifiant spectacle qui suffit souvent à les faire parler. Heureusement, au XVIIIe siècle, la torture n'est plus que rarement pratiquée et Casanova y échappe. Casanova se retrouve enfermé dans cette cellule dont le plafond est si bas qu'il ne peut même pas se tenir debout. Les cachots sont situés sous les toits du palais des Doges, qui sont recouverts de plaques de plomb. Alors quand le soleil chauffe le métal en été, ces cellules qu'on appelle les plombs se transforment en étuves, tandis qu'en hiver, il y règne un froid glacial qui est difficilement supportable. Mais le plus cruel pour Casanova, c'est qu'il ne sait même pas pour combien de temps il est emprisonné. Alors craignant de devenir fou, il décide de s'évader.
À l'aide d'une tige en métal dénichée lors d'une promenade, il commence à creuser un trou dans le sol sous son lit. Après plusieurs mois de travail acharné, Casanova est enfin prêt à s'enfuir. C'est alors que son gardien ouvre la porte et lui annonce avec un grand sourire qu'il est transféré dans une autre cellule plus confortable. Casanova est désespéré, mais il ne s'avoue pas vaincu. Casanova, dans sa nouvelle cellule, est contrôlé jour et nuit. Il ne peut en aucun cas faire un nouveau trou, mais il a toujours sa tige de fer avec lui. Donc la seule solution pour pouvoir s'évader, c'est de passer sa tige de fer dans la cellule d'à côté, où il y a un détenu qui s'appelle le prêtre Balbi. Et Casanova va convaincre le père Balbi de percer son plafond. Casanova glisse la tige de métal dans la reliure d'une Bible de grand format qu'il veut offrir au père Balbi. Et pour que le gardien, Laurent, ne s'aperçoive de rien, Giacomo prévoit un cadeau supplémentaire. Il décide de faire cuisiner un énorme plat de macaroni au beurre qu'il va poser sur sa Bible. Tenez la Bible droite, sinon le beurre vous tâchera. Laurent, comme tout le monde, prend le plat et que regarde-t-il? Il regarde la surface et il remet le plat. Et à partir de là, donc Balbi va creuser. Le 31 octobre 1756, à 17h, le père Balbi s'extrait de sa cellule et parvient à libérer Giacomo. À la nuit tombée, les deux hommes décident de s'échapper par les toits. Donc ils réussissent à percer le toit des plombs, et là, il décrit cette évasion d'une façon extrêmement vertigineuse. Il manque de glisser, il se rattrape au moment où il est au-dessus du vide. Pendant toute une partie de la nuit, bravant la mort, les deux hommes cherchent désespérément une issue. Mais ils se retrouvent pris au piège. Et c'est finalement, grâce à cette lucarne, qu'ils vont trouver, in extremis, la possibilité de re-rentrer dans le palais. Après s'être rasés pour ne pas apparaître comme des fugitifs, Giacomo et Balbi tentent de trouver le chemin de la sortie dans le dédale des salles secrètes du palais. Ce long parcours conduit enfin les deux hommes à la porte de l'escalier d'or. Dernier obstacle avant la liberté. Rien à faire. Casanova et Balbi sont à nouveau pris au piège. Mais Giacomo va avoir un éclair de génie. Il est 7h, les cloches du campanile sonnent, et Casanova a une idée. Il se remet ses habits de seigneur, il ouvre une fenêtre et regarde. Hé, l'homme! Je visitais le palais hier soir. Les gardiens, par erreur, m'ont enfermé. Un gardien arrive, donc ouvre. Casanova dit qu'il est prêt à tuer le gardien. Donc l'autre, les voyant surgir, ne dit rien. Il est tellement sidéré, il ne comprend pas la situation. Les deux évadés passent par la loggia. Ils essaient de pas trop courir pour ne pas attirer l'attention. Ils sont à quelques mètres de la liberté, passent par l'escalier des géants. Vous apercevez les deux grandes statues qui représentent Neptune et Mars, dieu de la mer, dieu de la guerre. Pied de nez aux autorités, Casanova sort du palais des Doges par la porte officielle, en habit de grand seigneur. Après 15 mois d'une captivité très éprouvante, il goûte de nouveau à la liberté. Mais Giacomo doit fuir Venise et ses inquisiteurs. Un long exil commence, lors duquel le célèbre évadé des plombs va devoir s'inventer une nouvelle vie. Il devient le célèbre aventurier après cette fuite des plombs qu'il raconte 1000 fois de manière différente. Tout le monde était fasciné. On ne s'évade pas des plombs. Bon. Il en fera un peu sa carte de visite. Il est celui qui s'est évadé des plombs. Il raconte son histoire pour attirer l'intérêt des puissants. C'est un événement historique, bien sûr, mais c'est tout de suite un récit qui permet de séduire, qui permet d'attirer l'intérêt. C'est un homme intelligent qui sait se faufiler, qui sait où est le pouvoir, donc il est attiré par ses cours et par la haute aristocratie, parce que la haute aristocratie a le pouvoir et l'argent. Livré à lui-même, Casanova s'invente un titre de noblesse et se lance à l'assaut des cours d'Europe pour trouver un emploi. À Berlin, le chevalier de Saint-Gall se présente au château de Sans Souci et parvient à obtenir un entretien avec le roi de Prusse, Frédéric II. Le roturier vénitien est reçu par le prestigieux monarque dans ses jardins.
L'idée de Casanova, c'était de proposer des plans, disons, économiques et financiers au roi de Prusse. Le roi lui pose ces questions et tout financier. Casanova se lance immédiatement dans une théorie des impôts. Frédéric est quelqu'un d'assez brutal, qui ne laisse pas parler Casanova. Que pensez-vous de mon jardin? Casanova dit qu'il manque de l'eau. Ah, vous êtes un ingénieur hydraulique. Casanova dit oui, évidemment, je suis un ingénieur. Mais finalement, Frédéric II n'est pas du tout intéressé. Sauf sur un plan. Frédéric le regarde des pieds à la tête, et Frédéric était homosexuel. Et lui dit, monsieur, vous êtes un bel homme. Et Casanova est un peu choqué. Casanova n'est pas bégueule. Il a même eu des expériences homosexuelles qu'on connaît. Bon, ce qui le gêne là, si vous voulez, c'est qu'on ne le prenne pas au sérieux, ses capacités intellectuelles et ses propositions. Il est un peu humilié, Casanova, que le roi l'ait regardé juste comme un physique, quoi, pas du tout comme quelqu'un qui pourrait intervenir dans sa politique ou le conseiller. Il aurait voulu être le conseiller des rois. Je pense pas qu'il ait envisagé d'être l'amant de Frédéric II. Casanova rêve de jouer auprès des monarques le même rôle que Voltaire, l'illustre philosophe des Lumières qui est son modèle. Giacomo se rend chez Voltaire, près de Genève. Il espère l'impressionner pour obtenir son soutien. Casanova rencontre Voltaire pour avoir une reconnaissance intellectuelle. Et pour lui, c'est très important, parce que Voltaire était un peu le roi de la République des lettres. Les choses ne se passent pas très bien. Ils se heurtent parce que chacun veut montrer qu'il a la plus grande culture, en particulier latine et italienne. Ils font des concours de récitation de poèmes italiens, puis de traduction. Casanova ne supporte pas que Voltaire veuille être le premier en tout. La conversation va devenir acerbe quand il s'agira de religion et de politique. Il reproche à Voltaire d'avoir lutté contre le pouvoir de l'Église. Et Voltaire, d'après Casanova, aurait dit « mais je veux libérer le peuple ». Et Casanova lui répond « il faut tenir le peuple à la chaîne, sinon il devient philosophe et il n'obéit plus ». Pour Casanova, il est dangereux de remettre en question les vérités de la religion publiquement. Voilà. Donc là-dessus, il a un désaccord absolu avec Voltaire. Et donc, il se quitte fâché. Sa rencontre infructueuse avec Voltaire ne décourage pas Casanova, qui poursuit avec enthousiasme son périple à travers l'Europe. Ce goût de l'aventure, Giacomo le tient d'une femme qu'il a croisée en Italie quelques années plus tôt. Une Française, prénommée Henriette. C'est une femme du monde, visiblement en cavale. Elle est une aventurière parce qu'elle se trouve là, seule, sans un homme de sa famille, ni mari, ni frère, ni père. Et que fait-elle là, cette belle femme du monde, déguisée en homme? C'est tout le mystère qui va séduire Casanova. Cette femme, qui est vraisemblablement plus âgée que lui, est déjà une aventurière avertie, alors que Giacomo est encore un apprenti aventurier. Et puis en plus, c'est une femme qui a pris son destin en main, un peu comme lui, donc c'est une sorte de double féminin. Je crois que là, c'est l'amour absolu, c'est ce qu'il aime en lui qu'il voit en une femme, donc c'est extraordinaire. Pendant quelques mois, Casanova suit Henriette dans sa cavale et vit avec elle sa plus grande histoire d'amour. Mais la jeune femme est reconnue par un membre de sa famille et doit rentrer en France. Henriette sait que la séparation est inéluctable. Et malheureusement, elle va au petit matin le délaisser, le quitter, sans heurts ni violence finalement. Et elle monte à bord d'une diligence qui l'emporte dans la neige. On est en hiver. Il est désespéré, il remonte dans la chambre et là découvre le dernier mot qu'elle lui a laissé. Elle a écrit en effet à la pointe d'un de ses diamants sur la vitre de la fenêtre « Tu oublieras aussi Henriette ». Ça veut dire que tout s'oublie, le bonheur s'oublie, mais la tristesse s'oublie. Au fond, que la vie est un perpétuel commencement. C'est finalement quelque chose qu'il va reproduire lui avec les femmes. Les femmes ne choisiront jamais la manière dont il va les laisser, il va toujours les quitter, toujours en douceur. Sans jamais oublier Henriette, Casanova poursuit sa longue errance à travers l'Europe. Au cours de ses voyages, il parcourt 65 000 kilomètres et séjourne dans plus d'une centaine de villes. Il profite des nouvelles routes aménagées au XVIIIe siècle et de la modernisation des moyens de transport. La magnifique galerie des carrosses au château de Versailles permet de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine.
Si Casanova peut voyager autant, c'est parce que la voiture a fait des progrès considérables sur le confort. Et le confort, eh bien, c'est, comme aujourd'hui, les suspensions. Et on voit que la caisse, eh bien, elle est suspendue à des soupentes de cuir rouge que l'on voit ici, donc souples. Et ces soupentes, elles sont reliées, eh bien, à des grands ressorts en fer avec plusieurs lames. On effleure à peine eh bien, ces caisses, et on voit qu'effectivement on a un tangage qui fera dire à Casanova eh bien, qu'il a un véritable mal de mer, qu'il a même une nausée qui lui fait bondir le cœur, tellement ces voitures sont extrêmement souples. De plus en plus, les berlines vont s'adapter pour le long voyage et on va voir toutes sortes d'options qui apparaissent, des lanternes pour voyager la nuit, des garde-boue, des crics pour changer les roues. Et puis, à l'intérieur du carrosse, eh bien, on avait, comme aujourd'hui, des brassières, une sorte de ceinture de sécurité pendant les chaos du voyage, qui permettaient de se tenir. En moyenne, les voitures, elles allaient à 15 km/h. Pour faire un Paris-Lyon, eh bien, il fallait compter 6 jours à l'époque. Pour se rendre dans le sud de la France, eh bien, c'était 15 jours. Et puis, pour des très longues distances, par exemple pour aller à Berlin ou dans d'autres villes d'Europe, avec les étapes, il fallait compter plusieurs mois parfois. Il y a des risques très importants, des accidents. Casanova nous le raconte, son carrosse a versé, il est dans le fossé, il envoie chercher des paysans pour aider à le remettre sur roue, et il prend ses pistolets et il se met devant le carrosse pour le défendre contre eh bien, les brigands, ou ce qu'on appelait eh bien, les bandits de grand chemin. Prenant tous les risques, le courageux voyageur s'aventure aux confins de l'Europe. À Saint-Pétersbourg, Casanova présente à l'impératrice Catherine II plusieurs projets pour développer la Russie qui ne sont pas retenus. Il poursuit sa route jusqu'en Pologne, où le succès est enfin au rendez-vous. En Pologne, Casanova va réussir à intégrer la cour de manière beaucoup plus efficace et rapide que d'habitude. Le roi de Pologne trouve premièrement que c'est un personnage sympathique qui incarne et les idées de lumière et le charme parisien. Il s'entend très bien avec Stanislas, il parle littérature, il parle politique. Casanova est sur le point d'être engagé par le roi Stanislas lorsque survient une rencontre inopportune avec un général. Branicki, c'est un noble polonais qui est très en vue à la cour et qui a pour habitude de séduire des danseuses. Donc il se rend souvent à l'opéra et un jour, alors qu'il se rend dans une loge où il espère trouver l'amour, en fait, il découvre Casanova. Casanova lui dit quand un grand seigneur arrive, je me retire. Et Branicki, au lieu de dire de laisser aller, dit vous êtes un poltron vénitien. Là, c'est une insulte. Et publique. Et Casanova se retourne et dit un poltron vénitien pourrait bien tuer un noble courageux polonais. Et il s'en va. Soucieux de défendre son honneur, Casanova demande réparation à Branicki. Malgré l'interdiction des duels, les deux combattants se retrouvent le lendemain dans les environs de Varsovie. Le général a choisi un duel au pistolet. Donc le tirage au sort a eu lieu, Branicki a gagné, donc il doit tirer le premier. Casanova n'est pas un tireur d'élite, son arme favorite c'est l'épée. Il sait, Casanova, donc, il doit déstabiliser son adversaire. Avant de tirer, il dit « je vais vous viser à la tête ». Alors bon, Branicki déjà est un peu secoué. Il va aussi un peu tricher, c'est-à-dire que lorsque Branicki tire, Casanova tire en même temps. Normalement, il faut attendre son tour. Branicki blesse très légèrement Casanova à la main, alors que Casanova loge la balle dans le ventre de Branicki, qui est blessé, gravement blessé, donc il ne peut pas continuer le duel. Donc Casanova a gagné. Les témoins du conte, qui ont vu Casanova tricher, s'élancent pour le tuer. Mais Branicki les retient. Le général se remettra de sa blessure, mais Casanova va subir les conséquences de ce duel. On ne peut plus accepter que se présente à la cour quelqu'un qui a tiré sur Branicki. Casanova, qui était presque prête à décrocher le poste de secrétaire auprès du roi, ne peut plus l'avoir. Casanova a commis un acte qui est grave aux yeux de la cour, il doit donc s'enfuir. Ce duel entre un roturier vénitien et un aristocrate polonais passionne toutes les gazettes d'Europe. Après l'évasion des plombs de Venise, ce nouveau titre de gloire renforce la réputation de Casanova, le voyageur aventurier.
Quand on pense à cet homme qui a quand même traversé l'Europe un peu en tous sens, qui a passé quand même plus de 20 ans de sa vie à voyager, donc là on se dit, il y a un appétit de voyage. Pourquoi? Parce qu'il y a un appétit de changement. C'est un homme qui veut toujours se remettre en question et qui a profondément en lui le goût de l'aventure. Le voyage pour Casanova, c'est une sorte de condensé de vie qui permet de rendre encore plus intenses ses sensations et ses émotions qui pour lui sont le bonheur de vivre. Ma plus grande richesse, c'est que je suis mon propre maître. Je ne dépends de personne et je ne crains pas les mésaventures. Je ne veux pas laisser une vie ordinaire m'abîmer. De toutes les contrées que Casanova traverse, la France est avec la République de Venise le pays qu'il préfère, le seul où cet infatigable voyageur envisage sérieusement de s'établir. C'est ici, au château de Fontainebleau, que le jeune Vénitien, alors âgé de 25 ans, côtoie pour la première fois la cour du roi Louis XV. Le souverain vient chasser et se divertir à l'automne dans cette splendide propriété située à une 60aine de kilomètres au sud-est de Paris. Un jour d'octobre 1750, Casanova se trouve dans cette galerie, construite sous François Ier, lorsqu'il aperçoit le roi de France qui se rend à la messe. Louis XV assiste à l'office depuis cette tribune qui offre une vue unique sur la chapelle de la Trinité où il s'est marié 25 ans plus tôt avec Marie Ledzinska, la fille du roi de Pologne. Casanova n'est pas admis dans la tribune royale, mais le seul fait d'avoir croisé Louis XV, dont il admire la beauté et la majesté, l'emplit de joie. C'est au théâtre du château de Fontainebleau que Casanova se fait remarquer. Dans la salle construite sous Louis XV et remplacée sous le Second Empire par cette salle où je me trouve, le Vénitien assiste à un opéra de Lully. Surpris par la voix stridente de la cantatrice, Casanova la croit devenue folle et il éclate de rire. Ses voisins lui font signe de se taire et il leur explique alors qu'il vient de Venise. Assise dans une loge juste au-dessus de lui, la marquise de Pompadour, maîtresse du roi, lui demande s'il est vraiment de là-bas. Et Casanova lui répond fièrement « Venise, madame, n'est pas là-bas, elle est là-haut ». Apprécié pour ses mots d'esprit, le Vénitien fait ainsi ses premiers pas à la cour. Et il découvre Paris, une ville où il fera plusieurs séjours. 7 ans après sa première visite, Casanova, tout juste évadé de la prison de Venise, choisit de se réfugier en France. Dès son arrivée, le 5 janvier 1757, il se rend au château de Versailles. L'exilé veut y demander l'aide de son ami Bernice, l'abbé libertin qu'il a connu à Venise et qui a été nommé ministre d'État. Mais un événement exceptionnel va l'en empêcher. Casanova arrive à la grille du château de Versailles et là, il entend dire que le roi a été assassiné. En réalité, Damien avait donné un coup de poignard à Louis XV. Louis XV était blessé, mais il n'était pas mortellement blessé, loin de là. Qu'on arrête cet homme. Casanova, il n'est pas du tout témoin, il n'était pas là, mais la police a arrêté tous les gens qui étaient à proximité. Il est arrêté, c'est un étranger. On se demande, eh bien, dans ces circonstances, ce qu'il peut faire là. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, dès qu'il sent qu'il y a une menace d'arrestation, une arrestation, il panique. Il passe plusieurs heures dans une sorte de poste de police. On le relâche. Et Casanova a pu arriver à Paris, donc, et colporter peut-être la nouvelle en disant que le roi avait été blessé. Jugé de manière expéditive par le Parlement de Paris, Damien est condamné à être torturé à mort pour crime de lèse-majesté. Le 28 mars, la foule parisienne se rassemble sur la place de Grève, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville,
pour assister à l'exécution. C'est un spectacle public qui est donné volontairement à voir à la foule. Les gens apportent des pique-niques. Toutes les fenêtres des maisons alentours sont louées. Casanova ne peut pas manquer pareil spectacle. Il est avec l'un de ses amis, qui est italien, et 2 dames. Damien est exécuté, il a subi tous les tourments jusqu'au moment de l'écartèlement vivant par 4 chevaux. On n'arrive plus à concevoir la violence du châtiment. Casanova ne supporte pas le spectacle, alors que les 2 dames sont très excitées par tout ce qu'elles voient, et l'une d'elles est lutinée par l'ami de Casanova, le comte Tiretta. Donc on a une scène comme ça qui mêle à la fois l'horreur de la torture et le plaisir du sexe dans un seul et même moment. C'est quelque chose qui ne l'intéresse vraiment pas du tout. Casanova est un libertin joyeux et tout ce qui ressemblerait à du sadisme l'horrifie. L'émotion passée, Paris retrouve le calme et Casanova l'hospitalité de ses amis comédiens. Les Balletti animent le théâtre italien de Paris, installé dans l'hôtel de Bourgogne. Ils sont pour Giacomo sa famille d'adoption. Il y a là Silvia Balletti, qui est, on peut dire, une star pour son époque. C'est elle qui a été la grande interprète de Marivaux. C'est une femme d'une 50aine d'années qui reste belle. Par l'intermédiaire de Silvia, qui connaît beaucoup de monde, il rencontre des gens, et Casanova est quelqu'un qui a le génie des rencontres. Il a ce talent de faire rire, de susciter la curiosité, parfois un peu de déplaire à des gens. Donc il est très habile pour se constituer des réseaux de relations. En plus du réseau des comédiens italiens, Casanova fait son entrée dans une confrérie plus discrète, mais très puissante. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie étend son influence dans toute l'Europe, avec l'apparition de grandes loges comme le Grand Orient de France. J'ai le privilège de vous faire pénétrer dans un temple maçonnique, décoré selon le caractère égyptien, qui est un lieu où les francs-maçons habituellement seuls se rassemblent. Casanova rentre en loge à Lyon en janvier 1750. Il va passer au grade de compagnon 2 mois plus tard dans la loge du comte de Clermont à Paris. Et il va accéder à la maîtrise quelques mois plus tard, donc à l'été 1750. Casanova est de basse extraction et il rêvait évidemment d'appartenir à la classe privilégiée, à la noblesse. Et en loge, tous les frères s'appellent frères. Ils appartiennent à la même famille, en fait, qui est celle des francs-maçons. Et donc ce sentiment d'égalité que procure la loge a certainement été un aspect pour Casanova extrêmement important. Dans ses mémoires, il y a une phrase de Casanova qui est vraiment tout à fait symptomatique. L'intérêt qu'il a trouvé dans la franc-maçonnerie, c'est tout jeune homme qui voyage, qui veut connaître le grand monde, doit se faire initier dans la franc-maçonnerie. Le plus emblématique de ces objets, pour Casanova, c'est évidemment celui-ci, c'est le brevet maçonnique. Ce brevet maçonnique, c'est une sorte de passeport, en fait, pour le voyage en Europe. On le transporte avec soi. On voit ici qu'il a été plié pour tenir dans un portefeuille. Et donc, ce brevet permet de prouver, lorsqu'on arrive dans une capitale, que l'on est maçon, et rencontrer de cette manière-là, donc le banc et l'arrière-banc, de tout ce qui compte dans la ville, à savoir le pouvoir, bien sûr, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir aristocratique, mais également les intellectuels, mais également les artistes. Ce brevet est un brevet du XVIIIe siècle, et ce qui atteste évidemment de sa véracité, outre les signatures, mais bon, qui peuvent être falsifiées, ce sont essentiellement les sceaux, bien sûr. Soutenu par les francs-maçons et ses amis comédiens, Casanova peut aussi compter sur le cardinal de Bernis. Il sollicite auprès du ministre un nouvel entretien. Très vite, Bernis va le recevoir. Giacomo, je suis tellement heureux de te revoir. Il va vouloir l'aider. Et il lui dit, est-ce que vous vous intéressez à la loterie, vous y connaissez quelque chose? Casanova n'y connaît rien. Il lui dit, non, je ne connais rien. Mais il dit, mais faites comme si vous vous connaissiez, allez voir mon ami Paris Duvernay, parce qu'il est question de créer une loterie royale pour financer la construction de l'école militaire. Le financier Paris Duvernay, intendant de l'école militaire, doit trouver des fonds pour terminer les travaux sans recourir à un nouvel impôt. Casanova le convainc de son expertise en matière de loterie et reprend à son compte un projet développé par 2 Italiens. À l'été 1757, Giacomo passe son grand oral. Il doit persuader des mathématiciens sceptiques que ce projet peut être rentable. Ça veut dire que tout est laissé au hasard.
Et pas au hasard, non, non. Aux mathématiques. C'est comme les compagnies d'assurance, messieurs, qui sont riches et prospères. Elles ne se fient pas au hasard, mais au calcul. Devant les mathématiciens les plus avertis de son époque, parmi lesquels d'Alembert, il est capable de donner le change. Vous pouvez le mettre dans toutes les situations. Il a une imagination et une culture qui suppléent à tout. Il est capable de parler de choses qu'il ne connaît pas, parce qu'il a vaguement entendu parler de ça. Nous démontrons que les gains de la loterie ne peuvent être en dessous de 20%. Correct. Mathématiquement correct. Sa force de conviction est telle qu'il est capable, en effet, de les séduire et de les faire prendre la décision adéquate. Le décret stipule que la Loterie de France aura sa maison mère 6 rue Montmartre. Les billets gagnants seront payés 8 jours après le tirage. 8 mois plus tard, des centaines de Parisiens se pressent pour assister au tirage de la loterie de l'école militaire. Casanova, à qui l'on a confié l'un des bureaux de vente de billets de loterie, a su attirer de nombreux parieurs. Il touche 6% de commission sur les recettes. Numéro 27. Giacomo, la recette est énorme. 2 millions de francs. Oui. C'est cette loterie qui ensuite est devenue la loterie royale, ensuite après la Révolution la loterie nationale et qui existe toujours jusqu'aujourd'hui. C'est la loterie de Casanova. Quand vous cochez 6 numéros, donc vous honorez la mémoire de Casanova. La loterie permet de relancer la construction au cœur de Paris de l'école militaire. Elle sera achevée à la veille de la Révolution. Giacomo profite de la fortune qu'il a gagnée dans l'opération. Il loue à Paris une belle maison avec écurie et dépendance et s'offre les services d'un cocher, d'un palefrenier, d'une cuisinière et de 2 laquais. Casanova s'embourgeoise et mène une vie plus rangée. Il trouve même une fiancée, la fille de son amie Silvia Baletti. Elle est folle de lui. Mais Casanova respecte cette petite jeune fille qui est délicieuse et l'incarnation de la pureté. Casanova est amoureux de Manon, il s'engage à épouser Manon, donc, hein, il est très ami avec sa maman. Giacomo entretient avec sa fiancée un amour platonique qui tranche avec ses habitudes de libertin. L'aventurier semble également plus raisonnable dans ses affaires d'argent. Il se transforme en entrepreneur. En bourgeois qu'il est devenu, Casanova va se mettre à investir dans une fabrique de tissus. On peut comprendre comment l'idée lui est venue. Casanova est un élégant qui aime s'habiller, qui est capable d'estimer la qualité d'un tissu, la beauté d'un motif, etc. Pendant un certain temps, la fabrique va relativement bien fonctionner jusqu'au moment où il va commencer à considérer que les ouvrières de sa fabrique font partie d'une sorte de sérail. Casanova ne serait pas Casanova s'il ne recrutait pas une vingtaine de jolies ouvrières dont il faisait ses maîtresses argent comptant. Un appartement, des bijoux, des fringues, comme on propose d'habitude à des filles entretenues à l'époque. On sent qu'il y a une sorte d'enivrement qui fait que le Casanova bourgeois, au fond, ne sait plus très bien où il en est. Et très rapidement, cette entreprise de soierie va péricliter et la fortune de Casanova disparaître presque aussi vite qu'elle était venue. C'est un des cas où Casanova n'a pas agi en joueur, il a voulu consolider sa fortune, mais ça ne lui a pas réussi. Oh, tu dormais? Tu pues la truie! T'étais avec une putain! Une sale putain puante! Manon ne supporte plus les infidélités de son fiancé. 3 ans après le début de leur histoire d'amour, elle décide de le quitter. Comme d'autres femmes avant elle, elle a compris que Giacomo ne l'épouserait jamais. Lorsqu'il tombe amoureux, il a toujours l'impression, et il raconte ensuite dans ses mémoires, que c'est le seul, l'unique amour de sa vie. Mais c'est un amour unique qui dure une nuit, une semaine, un mois. J'ai beaucoup aimé les femmes, j'ai toujours préféré ma liberté. Alors on pourra dire que c'est futile qu'il est léger, c'est pas vrai. On peut aimer très fortement dans un instant d'amour.
C'est quelqu'un qui ne peut pas construire une hypothèse de vie de famille. Tous les enfants qu'il a eus, il les a semés dans toute l'Europe, quoi. Il ne se fixe pas avec les femmes, il ne se fixe pas dans les pays et il ne se fixe pas avec les métiers. Avec tous ses talents, il aurait pu faire une réussite éclatante. Il aurait pu, je sais pas, devenir ambassadeur, et il aurait pu avoir un rôle important. Mais curieusement, il y avait dans sa personnalité une sorte de vice ou un goût de la liberté qui a fait qu'à chaque fois qu'il atteignait les débuts d'une réussite, il abandonnait et il repartait ailleurs. Au cours de son long exil à travers l'Europe, même lorsqu'il vit heureux à Paris, Casanova n'oublie jamais Venise, espérant obtenir un jour le droit d'y retourner. Il se souvient de ce palais Grimani qu'il a fréquenté dès son enfance et de cet escalier orné de stucs et de fresques qu'il a si souvent emprunté. Les Grimani, qui habitent ce palais, sont propriétaires de 3 théâtres à Venise. Dans la jeunesse de Casanova, ils emploient ses parents comme comédiens. Et après la mort de son père, Gaetano, ils veillent au sort de Giacomo et de sa famille. Lors de l'aménagement de ce palais au XVIe siècle, dans cette salle appelée la Tribune, sont exposées alors pas moins de 130 statues antiques. Une collection exceptionnelle, léguée ensuite à la République de Venise, dont il ne reste plus ici que cette œuvre du IIe siècle suspendue dans les airs. Elle représente Zeus, qui s'est métamorphosé en aigle pour enlever le berger Ganymède et en faire son amant. Une ruse de séducteur digne de Casanova. Le 3 septembre 1774, Casanova reçoit une lettre des autorités de Venise. Il la lit en silence, la relit, puis éclate en sanglots. Après 18 années d'exil, les inquisiteurs acceptent enfin qu'il rentre dans sa patrie. C'est le plus beau jour de sa vie. Avec ce retour à Venise, s'ouvre le dernier chapitre d'une existence mouvementée qui réserve encore bien des surprises. Il arrive à Venise, un grand nombre de ses amis et protecteurs ne sont plus là, sont morts, et il n'est pas attendu comme il pouvait l'espérer. C'est un homme vieilli, 50 ans à l'époque, ce n'est pas la prime jeunesse. Et il est un peu oublié, donc il est déçu de ce retour. Il va monter une troupe de théâtre qui ne fonctionnera pas, il va monter une gazette également. Bon, il n'arrivera pas à devenir célèbre et à avoir de l'argent. Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, il va être obligé donc de devenir espion pour ces inquisiteurs qu'il avait fait enfermer dans les plombs à l'époque. Il rend des services aux inquisiteurs qui sont de l'ordre d'un indicateur. Il touche de l'argent. Alors bien sûr, on est étonné, voire un peu choqué, nous, de le voir dénoncer tel propriétaire de livres obscènes ou de livres impies. Casanova va choisir volontairement des informations qui sont négligeables, dénoncer des choses qui sont connues de tous, et en fait jouer une sorte de double jeu. C'est-à-dire que à la fois il dénonce des gens, mais en même temps il ne dénonce que des choses connues ou sans importance. Celui qui était autrefois logé comme un seigneur dans le magnifique palais Bragadine en est réduit à survivre dans un petit appartement au 3e étage de cette maison. Pendant 8 ans, Casanova se débat entre ses ambitions littéraires et ses difficultés financières. À la suite d'un différend avec un noble vénitien, Giacomo prend la plume et rédige un pamphlet explosif. Casanova dénonce le système politique vénitien, fondé donc sur le pouvoir des patriciens, qui se transmet au sein des familles. Il parle de bâtardise des uns et des autres. Il se vante lui-même d'être le bâtard d'une grande famille vénitienne. En dénonçant en fait l'hypocrisie de toute une société, il met tout Venise en cause. Là, il va être obligé de s'enfuir. Voilà.
Casanova est de nouveau arraché à sa patrie pour un exil cette fois définitif. À presque 60 ans, malgré la lassitude, le vieil homme s'engage dans une nouvelle errance à travers l'Europe, à la recherche d'un emploi. 2 ans plus tard, Giacomo se rend à Vienne, en Autriche, où il rencontre un grand aristocrate, le comte de Wallstein. Il est séduit par le Casanova intellectuel, le Casanova spirituel. Lui aussi s'occupe d'occultisme et il a, dans son château en Bohême, une bibliothèque considérable, une bibliothèque de 40 000 volumes. Et il propose à Casanova de devenir son bibliothécaire. Et Casanova, avec une lucidité un peu amère, mais avec une vraie lucidité, accepte. Il finit par admettre que le temps des voyages est fini, qu'il n'aura pas de place prestigieuse auprès de l'Académie de Berlin. Il n'a plus d'argent et il accepte de devenir le bibliothécaire du comte de Wallstein. À l'automne 1785, Casanova pose ses malles à Doux, dans une campagne perdue au fin fond de la Bohême. Loin de ces grandes villes où il aime fréquenter les théâtres et les salles de jeu, Giacomo périt d'ennui. Et comme le comte de Wallstein s'absente une partie de l'année, le bibliothécaire doit subir l'hostilité des domestiques du château qui se moquent de ses prétentions. Quand le comte Wallstein n'est pas là, il voudrait être traité comme le comte. Et les domestiques estiment qu'il est comme eux et qu'ils ne sont pas à son service. Il trouve tous les moyens de l'humilier. Le cuisinier ne fait jamais ce qu'il souhaite. Rien ne va. Le régisseur du château a trouvé un portrait de Casanova. Il le macule de merde et l'affiche dans les toilettes. Pour échapper à l'atmosphère pesante de Doux, Casanova se rend dans la ville de Prague, à une centaine de kilomètres. Giacomo vient s'occuper de l'édition d'un roman qu'il a écrit, Icosaméron, dont il espère qu'il lui apportera enfin la gloire. Au même moment, l'un des plus grands artistes de l'époque est en train de travailler dans le plus beau théâtre de la ville. Nous sommes en octobre 1787 et c'est ici, dans le Théâtre des États de Prague, que va avoir lieu la première de Don Giovanni de Mozart. Pour cet opéra très attendu, le compositeur est très en retard et les musiciens, les chanteurs et les chanteuses sont furieux de ne pas avoir une version définitive. Le librettiste de l'opéra Da Ponte doit partir de Prague en urgence. Mozart se retrouve donc sans personne pour écrire le texte à un moment où Casanova se trouve à Prague. Le librettiste de Mozart, Da Ponte, connaît bien son compatriote Casanova, qu'il est d'ailleurs allé voir à Doux. A-t-il demandé l'aide du séducteur vénitien pour terminer ce livret, qui s'inspire du mythe de Don Juan? Pendant longtemps, les historiens ont cru qu'il s'agissait d'une légende. Jusqu'à la découverte au château de Doux d'un document aujourd'hui conservé aux archives de Prague. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans leur dépôt. Ici, on a la preuve que Casanova a bel et bien travaillé sur l'opéra de Don Giovanni. On reconnaît parfaitement son écriture, la forme de ses T, les N, vraiment la calligraphie casanovienne typique. On a ici 2 feuillets sur lesquels Casanova a noté des versions alternatives de scènes qui se situent à la fin de l'opéra. Il a proposé une variante qui n'a pas été retenue. Nous ne savons pas s'il a proposé des choses qui, aujourd'hui, appartiennent à l'opéra tel que nous le connaissons. En tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une rencontre entre Casanova et Mozart. Travaillant sans relâche, comme en témoignent les traces d'une tasse de café laissée sur sa partition, Mozart termine juste à temps pour la première. Le maître dirige lui-même son opéra au Théâtre des États. Le 29 octobre, c'est le soir de la première, Casanova est invité. C'est dans l'une de ses loges qu'il assiste à la représentation de l'opéra qui met en scène le plus grand séducteur de tous les temps, Don Giovanni.
On imagine l'émotion que doit ressentir Casanova, avoir représenté cet opéra auquel il a participé, mais surtout qui met en scène un personnage qui lui ressemble par bien des côtés. Alors que le Don Giovanni de Mozart triomphe à Prague, Casanova espère que la publication de son roman remportera le même succès. Des exemplaires originaux de cet ouvrage ont été retrouvés dans la bibliothèque du comte de Waldstein. C'est ici, en Bohême, que Casanova écrit Icosaméron, un roman fantastique très important pour lui. Mais au lieu du succès attendu, c'est un véritable fiasco. Non seulement son livre ne se vend pas, mais en plus Casanova est criblé de dettes et le comte de Waldstein doit rembourser l'imprimeur. On se rend bien compte de l'échec de ce livre, un échec très douloureux pour Casanova, quand on voit ces cahiers qui sont restés là dans la bibliothèque. Les pages n'ont même pas été découpées pour être reliées. Les livres n'ont pas été mis en vente. Voilà tout ce qui reste de la grande œuvre littéraire de Casanova. À Dux, il y a des piles d'Icosaméron. Donc, si on ajoute à l'ennui du château, à toutes les déconvenues avec le personnel, avec l'éloignement des amis, il est à deux doigts de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. C'est à ce moment-là que son médecin lui conseille, pour sortir de sa déprime, d'écrire l'histoire de sa vie. Et c'est comme cela, c'est-à-dire d'abord pour se soigner lui-même, pour se consoler lui-même de la situation qui est la sienne, que le vieux Casanova commence à rédiger un texte qu'au départ il ne destine à personne d'autre qu'à lui-même. C'est là, ça va être une période d'euphorie. Il passe toutes ses journées, une partie de ses nuits à écrire. Il rit tout seul dans la bibliothèque, il se met à rire en écrivant. Il s'évade encore une fois. Et alors il est l'évadé perpétuel. Et en me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle. Ça, c'est très beau. J'en jouis une seconde fois et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Le manuscrit original d'Histoire de ma vie, rédigé de la main de Casanova, est aujourd'hui précieusement conservé à la Bibliothèque nationale de France. Son président, Bruno Racine, en a fait l'acquisition en 2010 avec l'aide d'un mécène pour 7 millions d'euros. Les premiers mots écrits de la main de Casanova sur ce manuscrit sont « Histoire de ma vie » jusqu'à l'an 1797. Et aussitôt après, il écrit « N'ayant jamais visé à un point fixe, le seul système que j'eus, si c'en est un, fut celui de me laisser aller où le vent qui soufflait me poussait. » L'écriture de Casanova est très élégante, elle est pleine d'aisance aussi, il y a fort peu de ratures, il y en a mais fort peu, et elle est un peu inclinée vers la droite, elle donne un sentiment d'élan, de joie de vivre qui est tout à fait en harmonie avec son caractère. Casanova a utilisé un très très beau papier, ce qui d'ailleurs va permettre de le conserver pendant des siècles, avec ce filigrane qui représente deux cœurs entrelacés. Alors je ne sais pas s'il a choisi le papier à cause des filigranes ou s'il l'a découvert après coup, mais on ne pouvait pas rêver mieux pour Casanova qu'un tel filigrane. Alors, la première fois que j'ai pu admirer ce manuscrit, ça a été certainement un des moments les plus émouvants de toute ma vie. En 1793, alors que la Révolution française balaie la société d'Ancien Régime dans laquelle il a brillé, Casanova achève l'écriture des 3700 feuillets de ses mémoires. Ce qui fait le charme des mémoires de Casanova, c'est justement qu'il tricote entre de belles actions et des actions un peu moins louables, mais il les reconnaît. Donc il est humain. Je crois que, vous savez, ce qu'on cherche dans la littérature, c'est l'humain. La sueur qui filtrait de mon épiderme ruisselait sur le plancher à droite et à gauche de mon fauteuil où je me tenais tout nu. Ce que j'aime chez Casanova, c'est la précision, la rapidité du style, le rythme soutenu et le côté par moments très fou de ce qu'il écrit. Raconter sa vie avec une telle spontanéité, une telle façon de réinventer le français en tant qu'Italien qu'il était, qu'il m'apparaît comme un véritable Européen. Il prend sous le bras le lecteur et il dit « Viens avec moi ».
on voyage ensemble. Une vie qui a été menée tambour battant et qui, en effet, à la fin, se rassemble dans cette histoire. Casanova a dû avoir conscience que sa vie prenait un sens par l'écriture. Le vieil écrivain s'interroge pourtant sur la qualité de son manuscrit, qu'il envisage même de détruire par le feu. Son premier lecteur est un voisin qui se trouve en villégiature au château de Teplice, à une dizaine de kilomètres de Doux. Le prince Charles-Joseph de Ligne, un aristocrate célèbre dans toute l'Europe, se lie d'amitié avec Giacomo. Le prince de Ligne finit par obtenir de lire le manuscrit et en fait il va aider Casanova à triompher de certains de ses doutes. Le prince de Ligne lui dit surtout ne coupez rien, tout est bon dans ce livre et il lui dit cette phrase qui restera importante pour Casanova, un tiers m'a fait rire, un tiers m'a fait penser, un tiers m'a fait bander. Comme si au fond l'équilibre voulu par Casanova était enfin réussi, qu'il y avait quelque chose de cette joie de vivre que les deux hommes partagent, quelque chose aussi de cette ambition intellectuelle qui est si présente pour Casanova, et quelque chose aussi de cette sensualité qui est si importante pour lui. Rassuré par les encouragements de son ami, Giacomo, au soir de sa vie, partage avec lui de délicieux moments. Dans un carnet de croquis dessiné par 2 serviteurs du château, nous découvrons la caricature inédite d'un amateur de macaroni. On sait que Casanova se plaignait de l'absence de ses pâtes ici. Il est probable que le prince de Ligne lui a fait le plaisir un jour de lui en faire servir. Donc on peut penser que cette caricature présente Casanova en train de se délecter de son plat préféré. Ah, che buoni macaroni! Ah, quel délicieux macaroni! Après ces derniers instants de bonheur, Giacomo retrouve le silence de sa bibliothèque au château de Doux. Le vieil homme tombe malade et confie à son neveu son manuscrit, qui ne sera publié dans sa version intégrale qu'1 siècle et demi après sa mort. Giacomo Casanova s'éteint le 4 juin 1798, à 73 ans, sans avoir connu la gloire qu'il espérait. Il est enterré à côté de la chapelle de Doux, dans le cimetière du village, remplacé depuis par un jardin public. L'aventurier des Lumières s'est évanoui. Mais la philosophie qui a conduit sa vie conserve toute sa force aujourd'hui. Casanova, il appartient à tout le monde, parce que tout le monde peut se reconnaître dans cet appétit formidable de vivre, d'aimer la vie, d'aimer les femmes, mais aussi les hommes, et d'aimer au fond tout ce que la vie peut vous apporter. Casanova est un joueur qui jouit de tout. C'est celui qui donne le goût de vivre. Ouvrez les mémoires de Casanova et vous saurez comment résister à toutes les contraintes et à toutes les censures. Voilà. Pour Casanova, la vie est un spectacle. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde sait. Life is a show. Et the show must go on. Et le show doit continuer. Il a fait de sa vie une œuvre d'art et il a mis une forme de génie dans sa vie. Et je crois que c'est ce qui fait sa séduction à travers les siècles. Avant de disparaître, Casanova déclare « J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien. Jusqu'à son dernier souffle, l'enfant de Venise aura été, à l'image de sa mère, un grand comédien, l'acteur de sa propre vie, qu'il met en scène avec talent dans l'Europe des Lumières. Cette existence, l'écrivain la transforme en une merveilleuse œuvre littéraire, dont je vous recommande d'ailleurs la lecture, cette histoire de ma vie dont Blaise Cendrars disait qu'elle était la véritable encyclopédie du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire.